Vous avez très bien fait de nous rejoindre sur la meilleure antenne de la diaspora Afro-Web TV. Moïse Agbeyi-Gan, c'est moi, c'est mon nom. Je m'honore également de la présence de nos invités qui ne cessent également de nous aider pour la réalisation donc, de nos émissions Avis de la diaspora que vous suivez sur les ondes d'Afro-Web TV chaque samedi à partir de 11 h. Nous nous excusons pour ce retard dû aux problèmes techniques bien sûr et notamment nous aurons aujourd'hui deux panélistes de taille qui ont bien accepté notre invitation, surtout nous donner de leur temps et la moindre des choses que je pourrais donner ou je pourrais demander les uns aux autres, c'est de participer à cette émission en partageant au maximum cette émission que vous suivez nécessairement sur notre chaîne YouTube. Et ça fait plaisir de vous savoir nombreux également pour discuter du Niger, de la CEDEAO, de l'Union africaine entre sanctions et résistance. Que faire? Le premier sujet que nous aborderons au cours de cette émission. En deuxième partie, nous aurons à parler par rapport au 15e sommet BRIC. Quel avantage pour l'Afrique? Voilà donc les thématiques auxquelles vous serez conviés en connaisseur que vous êtes, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée, Afro-Web TV. Pour ce jour, nous avons le privilège de recevoir par duplex, Monsieur Léandre Apom, qui n'est plus aujourd'hui à présenter, c'est un habitué de cette maison. Monsieur Léandre, il est analyste politique, il est activiste et défenseur des droits de l'homme. Monsieur Léandre, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir Moïse, bonjour, bonsoir téléspectateurs de Afro-Web TV. C'est un plaisir. Merci Monsieur Léandre d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. En studio avec nous, nous avons le privilège et la grâce, surtout l'opportunité d'avoir Monsieur Alès Mikafou. Vous êtes analyste politique. Bonjour, bonsoir. Bonjour Moïse et bonsoir Moïse. Bonsoir frère Apom et bonsoir téléspectateurs qui nous suivent de loin et de près. Merci. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. Vous pouvez, vous aussi, vous qui nous suivez, que partager cette émission déjà disponible sur YouTube. Vous pouvez la suivre et participer au +1 319 462 89 119, numéro affiché à votre petit écran qui vous permettra bien sûr donc de nous suivre en direct sur notre chaîne www.afrowebtv.com/live ou carrément sur notre chaîne YouTube où nous sommes en direct. Le premier sujet de ce jour, chers amis téléspectateurs et amis internautes, le gouvernement du Niger a décidé d'expulser les ambassadeurs du Nigeria et d'Allemagne du pays. Cette décision intervient quelques heures seulement après l'annonce de l'expulsion de l'envoyé français au Niamey. Au moment où l'Union africaine décide ou se désolidarise donc de la CEDEAO pour faire une attaque, le Mali, le Burkina renforcent leurs liens avec le Niger. À quoi s'attendre véritablement? Tout le monde se pose des questions. Vous aussi, vous vous posez des questions. Et nos analystes nous permettront et nous aideront donc d'élucider toutes nos interrogations. Et vous pouvez vous aussi participer à cette émission. Première question pour Monsieur Léandre Apom. À quoi s'attendre ou à quoi est-ce que vous vous attendez véritablement à la suite donc de cette situation? Merci Moïse et les téléspectateurs. Et je crois que le sujet est fondamentalement épineux et qu'il faille prendre des précautions dans tout ce que nous allons dire, puisqu'il s'agit d'un peuple qui est en proie d'abord à la pauvreté, à la misère, et qui commence par sentir les odeurs du soufre et les bruits du bot de la CEDEAO. L'odeur du soufre, c'est-à-dire les armes et les militaires, et qui sont, comment je vais dire, encouragés par la CEDEAO, avec à la tête le président, le nouveau président nigérian, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. C'est un sujet très sensible. Je pense que le Mali et le Burkina ne font que des démarches préventives pour appuyer d'une part le Niger, mais en même temps, c'est une démarche de dissuasion pour dire à la CEDEAO que ce ne sera pas comme le président, en tout cas le chef de la junte l'a dit, ce ne sera pas une promenade de santé. Donc je crois que
ce qui va durablement faire mal, c'est le peuple qui va ramasser les pots cassés, c'est le peuple qui va encore servir de bouclier pour cette junte, mais en même temps qui va faire couler du sang, alors qu'en fait, le Niger ne souhaite que la paix, ne souhaite que, ne cherche qu'à se développer à partir donc des richesses que le créateur de ce pays leur a accordées et qui a été surexploité par des forces étrangères que la junte aujourd'hui ainsi que le peuple nigérien sont en train de dénoncer. Merci. Et vous, monsieur Alès Mikafo? Merci Moïse. Et il faut retenir qu'aujourd'hui, la situation de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble est tellement très critique. Puisque nous assistons actuellement à une scission de cette institution sous-régionale, au terme de laquelle il y a des pros et ceux qui sont contre. Faisons la référence selon laquelle les Africains, généralement, sont conscients de la misère générale qui les mine. Les Africains sont également conscients de la manipulation extérieure que subit le continent tout entier. Et actuellement, c'est les pays de la sous-région ouest africaine qui sont au théâtre de cette faiblesse institutionnelle. Voyons, la crise libyenne a des conséquences directes sur la sous-région ouest africaine entièrement. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le Sahel est une région presque déstabilisée. Et les Africains aussi ont beaucoup retenu de la crise ivoirienne. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette sous-région ouest africaine n'est pas en mesure de se solidariser pour affronter l'ennemi, les mains extérieures qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre. Mais c'est là que nous allons constater que si les voix populaires ne se lèvent pas, les activistes ne s'engagent pas, les chefs d'État africains, certains dans leur prestation de services, commettront l'erreur de mener toute la barque à la noyade. Comment se fait-il que dans une sous-région, l'institution majeure qui est censée défendre les intérêts internationaux dans cette même communauté, nous voyons des chefs d'État qui se réclament belligérants à aller combattre un pays membre de cette même institution. Oui. Au même moment, il y a d'autres qui ne se prononcent pas, mais qui optent quand même pour la voie de la diplomatie. Moïse, il faut se mettre à l'évidence que le scénario nigérien est en train de vouer en train de mettre la CEDEAO à un échec. Parce qu'après la crise nigérienne, je ne pense pas que la CEDEAO aurait encore la même configuration. Puisque forcément, il y aura des États qui vont se soustraire et d'autres États qui resteront comme une coquille vide. Sinon, le cas nigérien actuellement est un cas d'exemple, sinon un cas d'école de la continuité de la crise libyenne et éventuellement de la crise ivoirienne. Et malheureusement, il y a des Africains qui ne veulent rien retenir, mais ils n'auront pas le boulevard large pour aller mener leur sale besogne. Ils trouveront sur leur chemin la population qui est à la quête de sa liberté et de sa souveraineté. Nous espérons que vous nous suivez sur le www.afrowebtv.com. On constate qu'il y a un peu la connexion qui est un peu lente aujourd'hui, mais nous, avec les dieux de l'Internet, nous espérons que tout va se rétablir. Et on parle donc du Niger. Est-ce que le président Mohamed Bazoum a encore la chance de revenir à la tête du Niger, Monsieur Léandre Apom? Je crois que depuis en blanc, ce n'est plus d'actualité. Et le reste ne sont que des gesticulations inutiles, des derniers soubresauts pour ceux qui ont déjà échoué. Parce que nous sommes remplis d'ego
Et même devant l'échec, on donne l'impression qu'on pourra encore utiliser nos dernières forces. C'était à l'époque des Indiens. On dit au coucher du soleil, les Indiens font la guerre. Ce qui veut dire que même quand ils sont fatigués, c'est en ce moment qu'ils regagnent plus de force. Mais dans le contexte nigérien, c'est hautement politique, c'est hautement diplomatique. Et faire revenir Bazoum au pouvoir, c'est comme si on veut faire avaler une couleuvre à une poule. La poule ne peut plus avaler cette couleuvre parce qu'elle est trop grande. La junte au pouvoir a déjà commencé par mettre en place les institutions qui vont permettre donc qu'il y ait une gouvernance régulière. Un gouvernement a été mis en place, un premier ministre a été nommé et ce qu'il faut retenir de cette réalité qui se dessine, c'est que les États-Unis ont déjà nommé un ambassadeur pour le Niger. Ça veut dire indirectement que les États-Unis reconnaissent ce pouvoir qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, même si il y a une petite erreur et que Bazoum revient, le pays sera déstabilisé de toutes les manières parce que le peuple ne l'acceptera plus. Et quand le peuple ne l'acceptera plus, les militaires déchus ne vont pas ranger leurs armes. Vous voyez, donc ça va être un chaos qui ne peut pas être maîtrisé. Donc je crois que Bazoum, dans son coin, l'a compris et a demandé également que cette crise soit réglée pacifiquement. Je suis tenté donc de demander à monsieur, on tente par tous les moyens pour résoudre par voie diplomatique et autres. Et il y a également, on constate que l'Union africaine qui vient de se désolidariser de la CEDEAO et nous constatons que le président Faure Gnassingbé est presque donc que le meilleur médiateur en Afrique de l'Ouest en ce moment. Qu'en dites-vous, monsieur Alès Mikafo? Moïse, faisons le constat selon lequel toute la région ouest-africaine a une économie interconnectée entre les États. Ouais. Parce qu'il y a des États côtiers et des États dans le Sahel. Mais la crise dans l'un de ces pays, ça affecte toute la zone. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple le cas du Togo, qui est un pays côtier, qui a une ouverture maritime, qui dessert les pays du Sahel, pensons-nous qu'aujourd'hui le Togo soit en crise diplomatique avec le Niger, ça profite à qui? Ça profite en réalité à cet étranger qui manipule. Certes, il y a des pouvoirs en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui sont critiquables, mais dans le cas d'espèce, on peut le dire que le linge sale se lave en famille. Il y a certaines décisions que certains chefs d'État africains peuvent prendre qui vont être louables et nous sommes en face de ça. Si réellement la diplomatie togolaise, parce que nous ne sommes pas dans les coulisses de cette diplomatie, est en train de mener cette médiation pour résoudre ce problème de façon pacifique, chapeau à la diplomatie togolaise. Mais au même moment, il faut interroger les autres membres de la CEDEAO. Par exemple, je veux prendre les deux pouvoirs ivoiriens et sénégalais qui sont en train d'avancer qui sont dans une logique belligérante. Aujourd'hui, le Sénégal est-il sûr d'aller déployer une force sénégalaise pour aller combattre sur le sol nigérien dans l'intérêt de qui? C'est la question qu'il faut poser. La Côte d'Ivoire fera-t-elle pareil? Le Nigeria ferait-elle pareil aussi? Du moment où nous savons que le Nigeria et le Niger, grosso modo, sont presque comme un seul pays lié par leur ethnie commune. C'est là que tu vas voir qu'aujourd'hui, des dirigeants africains, Moïse, réfléchissent comme des enfants qui sont sur une branche et sont en train de se couper. Cette branche est tombée par terre. Or, l'inconvénient de ça, si aujourd'hui il y a guerre au Niger, ce n'est pas les autorités politiques qui vont mourir, c'est la pauvre population qui va croupir. Et cela sera au profit de qui? Au profit de l'Occident. Quel est cet Occident? Cette France cancérigène pour l'humanité tout entière et précisément africaine. C'est aujourd'hui
le moment idéal aux autorités africaines qui se veulent vraiment souveraines d'affronter, de défier la diplomatie française qui crée la merde dans toutes ces colonies. Voilà donc l'avis de notre analyste, M. Alice Mikafou. Alors, finalement, nous sommes en train d'assister à un même scénario en Afrique de l'Ouest où il y a un vent qui souffle réellement et qui c'est un vent de coup d'État, M. Léandre Apom. Oui, moi je suis un peu surpris parce que et depuis un moment, et quand on parle de la diplomatie togolaise et tout ça, j'essaye de voir comment la jeunesse africaine et surtout les autorités de ces pays sont en train donc d'accueillir cette les démarches diplomatiques soi-disant de Faure Gnassingbé, puisque lui-même, il est arrivé par coup d'État. Et lui, il est champion de coup d'État. Il a, lui seul, en moins d'une journée, en tout cas, moins de 4 heures, opéré 3 coups d'État. Un premier coup d'État constitutionnel, un deuxième coup d'État militaire et après un troisième coup d'État électoral. Donc c'est un champion des coups d'État. Il ne peut pas donc être un médiateur fiable. J'en veux pour preuve quand le Niger avait commencé par rappeler ses ambassadeurs, il a rappelé aussi l'ambassadeur du Niger au Togo, ce qui prouve à suffisance qu'en fait les autorités nigérianes sont prudentes quand il s'agit de l'autorité togolaise. Je ne vais pas voiler la face. Faure est en train aujourd'hui de jouer sur la fibre panafricaniste. Et donc, il utilise ces opportunités-là pour se donner un parfum panafricaniste. Son père de sinistre mémoire, Gnassingbé Eyadema, avait également joué ce rôle. Et à l'époque où il jouait aux médiateurs un peu partout, lui-même il s'invitait dans ces situations de crise pour donner l'impression qu'il était en train de régler les problèmes de ces autres pays-là, alors que son propre pays est une poudrière. Vous allez remarquer que c'est le jeu de tous les dictateurs. Blaise Compaoré avait joué le même rôle en tant que dictateur et un coup d'étatiste, si vous me permettez ce néologisme, a également joué ce rôle de médiateur à l'époque. Donc c'est juste la face cachée des dictateurs qui veulent s'éterniser au pouvoir et qui utilisent ces opportunités pour jouer à l'important, pour faire comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle au sein de la sous-région, alors qu'en fait, ils utilisent ces opportunités plutôt pour se donner un peu de carburant et de se maintenir au pouvoir. Oui, mais monsieur Léandre Apom, je ne vous coupe pas, hein, mais il y a un phénomène. Il y a par exemple, on prend l'exemple de Patrice Talon, qui est pratiquement un bon président. Hein. C'est toi qui le dis. Qui est un bon président, c'est moi qui le dis. Comme vient de le dire monsieur Alain, c'est moi qui le dis. Et puis, Faure Gnassingbé, au lieu, vous savez, des fois, on est tenté de dire certaines choses. Lorsqu'on prenait par exemple Patrice Talon pour aller aux négociations du Niger, je me suis moi-même personnellement demandé si Patrice Talon réussira en lieu et place de Faure Gnassingbé qui a déjà fait ses preuves en matière de diplomatie, en matière de négociation, pour qu'on ait les résultats que nous avons aujourd'hui. Oui, j'allais en fait, quand vous me coupiez, j'allais le dire, en fait, je venais à ce point-là, pour dire en fait que même s'il n'y avait pas la Faure Gnassingbé dans cette affaire, le problème allait être réglé déjà, parce que le Parlement nigérien avait déjà dit non à une intervention militaire déjà. Il y a la jeunesse panafricaine avait déjà dit non. L'Union africaine, vous l'avez également évoqué, avait déjà dit non. L'Algérie a dit non. Donc, il y avait beaucoup de pays qui avaient déjà refusé cette intervention militaire. Donc, le rôle de Faure est un rôle tout simplement opportuniste. Il joue sur la situation et se pointe devant. Alors qu'en fait, il sait pertinemment
qu'il n'y aura pas une intervention militaire. Il le sait. C'est un fin stratège qui surfe sur ce genre de situation pour se donner de l'image. Sinon, en réalité, même si Faure n'intervenait pas, il n'y aurait pas d'intervention militaire au Niger. Et ça, beaucoup le savent déjà. Donc, l'action de Faure, il ne le fait que pour se polir, pour se donner une certaine importance. Et comme beaucoup l'ont déjà analysé, il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger. Et donc, l'action de Faure est inutile et non avenue, tout simplement. C'est M. Léandre Apom qui le dit, et contrairement à moi qui pense, ou à certaines qui pensent, certains véritablement qui pensent que c'est fort, c'est grâce à Faure qu'on avait eu par exemple les résultats des négociations entre le Mali et, comment est-ce qu'on dit, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand il intervient, j'espère qu'on aura les mêmes résultats, des résultats positifs permettant également la paix pour revenir, la paix qui doit normalement revenir à l'issue donc de toutes ces négociations. Alors, monsieur, je vais aborder un autre pan donc, de cette discussion. Je vois monsieur Léandre Apom sourire puisque nous sommes en contradiction. Véritablement et finalement, selon certaines situations, selon certains également, il y a des conséquences néfastes sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Niger. Par exemple, la cherté de la vie. Moi, j'ai appelé carrément des Togolais vivant au Niger et qui disent, qui témoignent que vraiment la vie devient un peu chère, les coûts des denrées alimentaires ont grimpé et aujourd'hui, nous reconnaissons également que les médias sont aussi la cible des politiciens en cette période d'année où il y a une guerre en communication. Quelle est l'analyse que vous faites de cette situation, monsieur Alès? Moïse, merci beaucoup. Effectivement, comme tu es en train de l'avancer, il y a une guerre de médias. Il y a les médias occidentaux, naturellement, qui sont en train de prendre le devant, épauler éventuellement l'intervention de la CEDEAO. Mais actuellement, à l'heure où nous sommes, cette intervention, cette idée est désuète. L'une des raisons pour lesquelles, où nous sommes aujourd'hui, il faut la mobilisation de la société civile africaine, précisément la société civile nigérienne, qui revendique sa souveraineté, Moïse. C'est le point focal sur lequel il faut viser. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe actuellement au Niger concerne de façon directe tous les pays africains et tous les pays de la sous-région ouest africaine précisément. Pourquoi je suis en train de dire cela? C'est le moment précis où l'Afrique occidentale, d'expression française, doit s'imposer pour réclamer et obtenir son indépendance totale. Couper tous les liens, tous les accords de coopération avec l'ancienne puissance colonisatrice. Je parle bien de la France. Il faut qu'aujourd'hui, cette France se mette dans l'esprit qu'elle a perdu la bataille. Parce que tu ne peux pas être en train d'opprimer un peuple des siècles entiers et tout récemment, prenons juste les 60 dernières années, à partir des années 60, les années des indépendances. L'Afrique n'a jamais été indépendante. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est encore à la traînée dans la mondialisation. Moïse, pour aller encore plus loin, ce qui se passe aujourd'hui, nos dirigeants africains qui sont vraiment des souverainistes doivent trouver ça comme une opportunité, une unique opportunité à saisir pour se tirer de l'affaire. Parce que la diplomatie américaine, la façon dont je l'observe actuellement, est en train d'entretenir une ruse, sinon une malice, pour écarter la France même de ses colonies. La preuve, les États-Unis, à mon humble avis, ont reconnu les actuelles autorités nigériennes. C'est la preuve que les États-Unis sont en train de lâcher la France et montrer aux Africains qu'aujourd'hui, nous allons être de bons partenaires. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, le loup ne mange jamais de l'herbe. Et les Occidentaux, nous savons tous qu'ils sont des loups. La France, si même elle est en train d'être chassée de l'Afrique, les autres puissances occidentales doivent l'être également, puisque sans cela, les autorités africaines n'auront jamais leur souveraineté.
C'est de ça qu'il s'agit de façon prépondérante, Moïse. C'est le point de vue de M. Alex. Alors, M. Léandre Apom, aujourd'hui le Niger, la CEDEAO, l'Union africaine, entre sanctions et résistance, que faire? Quelle est la solution? Puisque nous ne sommes pas là pour mettre le couteau dans la plaie, mais trouver et proposer des solutions. En tant qu'attaque africain, quelle est la solution que vous proposez aux Nigériens? Oui, je crois que c'est la proposition que beaucoup d'autres sont en train de faire, une solution négociée avec la junte. Mais ce qui est encore surprenant, et nous sommes en train de faire ce débat malheureusement, c'est qu'on parle de la démocratie, du retour à l'ordre démocratique. Si nous faisons une petite... nous revisitons le mot démocratie, nous allons comprendre qu'il y a démo qui veut dire peuple et kratos qui veut dire pouvoir. Donc le pouvoir du peuple. Si le peuple t'a confié son pouvoir et que du jour au lendemain, ce peuple réclame encore ce pouvoir, c'est toujours la démocratie. Si on reprend le pouvoir à Bazoum, c'est le peuple qui le fait, il reprend tout simplement son pouvoir. Et donc, si la CEDEAO décide d'intervenir militairement contre la volonté du peuple, alors c'est la CEDEAO qui est en train donc de piétiner la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple arraché à Bazoum. Donc je crois que la CEDEAO devrait plutôt soutenir la démocratie du peuple nigérien qui veut reprendre son pouvoir et le remettre à une autre personne tout simplement. Et c'est une autre forme de démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement les urnes. Si nous prenons le cas du Togo, on dira qu'il y a démocratie parce qu'il y a eu 2 mandats qui sont passés, on a refait la constitution et quelqu'un est en train de briguer encore un 2e mandat et un 4e mandat. Donc c'est une forme de démocratie à la togolaise et une autre forme de démocratie à la nigérienne. Et l'ensemble, c'est toujours la démocratie. Donc je crois que la CEDEAO devrait soutenir plutôt la volonté du peuple nigérien en acceptant la réalité et faire passer le développement de ce peuple et la volonté de ce peuple en premier lieu que de tomber dans ce que beaucoup l'ont dit, la manipulation française, la manipulation occidentale. Une solution négociée, c'est ce qui est aujourd'hui en cours et je crois que l'Algérie, les États-Unis, même le pape François demandait qu'il y ait la paix. Et quand il demande qu'il y ait la paix, il demande qu'il y ait des solutions négociées. Les évêques du Togo, du Niger et d'autres pays également ont tenu des réunions et ont sorti des lettres épiscopales pour demander que tout se passe dans la paix, dans la négociation, dans la diplomatie et dans le dialogue. Et je crois que c'est cette voie qui est aujourd'hui privilégiée. Et c'est ce que je soutiens également. Voilà, merci pour votre proposition. Ce sera votre conclusion pour cette première partie, M. Léandre Apom. J'ai beaucoup de questions. J'ai encore plus de 5 questions. Mais je vais, de manière ramassée, poser cette question. Si véritablement je veux me permettre de vous donner encore 1 minute pour rebondir. Hein. Quand on parle aujourd'hui de la France, vous avez parlé de la France, vous avez parlé également des autres occidentaux. On constate qu'à un certain moment donné, la France a conseillé, a mis un avion carrément en place pour pouvoir permettre à tous ces ressortissants de revenir au pays. Ce qui supposait qu'une intervention pouvait venir n'importe quand et n'importe quelle heure, comme l'a proposé la CEDEAO. Bon, bien, maintenant, si par exemple, concernant l'ambassadeur de la France,
on le dit par exemple de repartir carrément, on sort une auto, un communiqué en bonne et due forme pour lui permettre de repartir. Est-ce qu'il refuse? Que va-t-il se passer? Et en plus de cela, nous avons toujours les forces françaises qui sont probablement au maximum, au nombre de 1500 soldats qui sont toujours au Niger. Est-ce que, après ça, quelle est l'étape qui va suivre et quel avenir pour le Niger? Moïse, et tu viens de poser au moins 4 questions au moins 4 questions. Procédons ainsi. Au début, nous connaissons, nous savons tous les modes d'action de la CEDEAO. Du début de cette affaire jusqu'à l'heure actuelle, il faut se mettre à l'esprit que la CEDEAO en elle-même n'a pris aucune décision d'aller attaquer le Niger. Nous sommes tous persuadés que c'est une décision, un ordre qui vient de l'extérieur, précisément de l'Élysée. Ce fut le cas, remontons un peu l'historique, ce fut le cas libyen. Au moment où la France intervenait et elle ne parvenait pas, elle a fait appel à ses alliés occidentaux, où ils ont pris une résolution à la hâte. La résolution, je pense que c'était la résolution 1973 des Nations Unies, celle qui a permis l'exploitation d'un couloir aérien pour intervenir en Libye. Aujourd'hui, je pense que la France, ignorante, oubliant le passé macabre qu'elle a eu à commettre, les bêtises qu'elle a eu à commettre en Libye, elle oublie cela et immédiatement voulait intervenir encore au Niger en faisant ressortir ses compatriotes de l'État du Niger. Cette fois-ci, cela ne se passera plus comme ça parce que certains pays européens aujourd'hui sont contre la politique française en Afrique, en l'occurrence l'Italie précisément. L'Angleterre dans certaines mesures, d'où la situation actuelle que vit la France vis-à-vis de ses colonies, je pense que le Royaume-Uni l'a pressenti. L'une de ces raisons pour lesquelles l'institution du Brexit. Ok. Parlant des pays proprement africains, moi, si nous prenons les pays qui ont avancé l'option d'aller chasser les nouvelles autorités nigériennes, prenons le Nigeria. Son parlement a bloqué cette intention de M. Tinubu Bola. Si nous prenons, par exemple, ce même Nigeria, certes, il n'y a pas eu intervention du Nigeria, mais on a constaté que le Nigeria a coupé l'électricité au Niger. De mon côté, je pense que c'est une humiliation de l'Africain par l'Africain. Parce que je ne puisse pas imaginer que le Niger puisse couper l'électricité au Niger. Prenons le cas du Sénégal, par exemple. Moïse, dans les pays africains qui abritent les bases militaires françaises, les pays africains qui abritent les bases militaires françaises, on a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est là où il faut constater que la France veut seulement utiliser sa force militaire pour intervenir dans un pays africain. Pour qui son intérêt? Il faut qu'aujourd'hui, les dirigeants africains parviennent à être unis. Parce qu'ils ont l'approbation populaire aujourd'hui. Même leur légitimité et leur légalité, si elles sont critiquables, il faut que les dirigeants africains aujourd'hui qui exercent le pouvoir d'État parviennent à une symbiose avec leur population pour arracher leur souveraineté. Parce que cela ne se présentera pas deux fois. Pourquoi je suis en train de dire cela? Nous voulons une Afrique unie. À partir de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, cela peut être un départ pour cette unité africaine. Mais si les Africains se résignent à ne pas être révolutionnaires, à ne pas prendre des décisions radicales contre les désirs de la France, eh bien, ils risquent de traiter cette affaire à la légère et faire couler le continent pour au moins de bons siècles à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, l'ordre, l'hymne de l'Occident, c'est l'ordre à partir du chaos. Et ce chaos, ils sont prêts à le semer partout, juste pour leur intérêt. Parce que, étudions bien la psychologie occidentale, Moïse. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, la compétence de travailler avec certains de nos compatriotes occidentaux. Moïse, on déduit leur psychologie par le simple fait de vivre ensemble. On déduit leur psychologie par le simple fait d'étudier
d'étudier dans leur langue. C'est là qu'il faut comprendre qu'en réalité, la civilisation occidentale est une civilisation vorace qui est prête à éliminer toutes sortes de vie humaine qui n'est pas blanche, Moïse. Et c'est ça, aujourd'hui, l'Afrique doit relever ce défi pour sauver son honneur. Sinon, nous autres qui n'avons aucun pouvoir d'action direct, Moïse, les autorités, si on les laisse tranquilles, ils couleront l'Afrique tout entière. C'est vrai que j'avais dit à M. Léandre Apom que c'était la conclusion, mais je voudrais vous donner 1 minute chacun en bonne et due forme pour réagir sur le retrait donc de l'ambassadeur français au Niger et sur toute la situation globale, puisqu'il y a encore d'autres sanctions qui viennent de la part de la CEDEAO, nécessairement comme du côté du Niger. Il y a encore des représailles, si je peux me le permettre de le dire ainsi, pour encore retirer certains certains ambassadeurs de la liste. Et véritablement, je voudrais poser la question de savoir, Monsieur Léandre Apom, vous à la place des dirigeants nigériens, que ferez-vous? Merci. Je crois qu'ils sont dans une lancée qui ne leur permet plus de revenir en arrière ou de faire marche arrière. Je crois qu'ils ont franchi la porte du non-retour. Ils ne vont plus lâcher l'affaire, ils ne vont plus revenir en arrière. Ils n'ont pas que demandé à l'ambassadeur de France de partir. Ils ont demandé également à l'ambassadeur d'Allemagne de partir. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont reçu des menaces de la CEDEAO, ils ont reçu les menaces de la France, ils ont reçu les menaces du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, mais ils ont continué et d'une manière plus ragardie à dérouler leur plan. Ils ont nommé un premier ministre qui, entre-temps, n'avait pas eu l'assentiment des autres, mais ce premier ministre a quand même fait une visite officielle dans un autre pays, au Tchad. Ça veut dire que le Tchad reconnaît ce premier ministre. Ils ont nommé, les États-Unis ont nommé un ambassadeur qui va prendre fonction. Vous voyez, donc, ce qui est sûr, ils ont franchi déjà la porte du non-retour. Il n'y a pas de marche arrière quelconque. Et malgré les menaces, la France, avec Emmanuel Macron, ont tenu un conseil de défense. Ils ont rapatrié les Français pour donner l'impression qu'une guerre imminente va avoir lieu et que le Niger va devenir une poudrière. Nous sommes à 1 mois de tout ce qui se passe et il n'y a pas une seule balle qui a été tirée. Il n'y aura pas de balle qui va être tirée sur aucun Nigérien. Ils sont en train de renforcer leur coopération avec le Mali, avec le Burkina Faso. La force, il y a une autre force qui est en attente en Guinée également. Dès que une seule balle sera tirée sur un Nigérien, je crois que la Guinée aussi va se joindre à la danse. Donc, voyant tout ça, j'ai dit que ce sont tout simplement des mesures de dissuasion. Ces forces françaises de la CEDEAO, du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire sont tout simplement en train de dissuader la junte militaire au pouvoir en ce moment au Niger. Et vu que les espaces aériens sont fermés aux Sénégalais, aux Béninois, et non pas aux Béninois, mais plutôt aux Ivoiriens, je crois que s'il y a une force qui peut venir au Niger, ce sera peut-être la force togolaise, parce que le ciel togolais n'est pas fermé à la CEDEAO. Et donc, c'est seulement à partir du Togo que ça peut passer. Si le Togo ferme son ciel aérien, alors je peux confirmer ou je peux accepter que Fort est en train de faire des efforts. Mais là, son ciel est ouvert pour les forces ivoiriennes et sénégalaises. Seulement que le Sénégal
ne peut pas passer par le Togo sans passer par quel pays? La Guinée et peut-être la Sierra Leone, le Libéria et peut-être le Burkina Faso, vous voyez. Donc c'est impossible pour le Sénégal d'intervenir au Nigeria, au Niger. C'est presque impossible également pour la Côte d'Ivoire d'intervenir parce que le Parlement ghanéen n'accepterait pas que cela se passe sous leur ciel. C'est peut-être le Togo qui va l'accepter parce qu'il n'a pas fermé son ciel à la CEDEAO. Donc une force de la CEDEAO peut partir du Togo. C'est ça que les gens ne comprennent pas jusqu'à ce jour et continuent par dire que Faure est en train de jouer un rôle prépondérant dans l'apaisement. Parce que si le Togo joue un rôle vraiment prépondérant, il devrait fermer son ciel. Il n'a pas fait. Parce que s'il n'a pas fermé son ciel, ça veut dire qu'il est ouvert à une guerre et que son ciel est ouvert pour le passage des avions militaires de la CEDEAO. Il fallait qu'il ferme son ciel, le ciel togolais, pour dire que je ne veux pas de guerre au Niger. Mais également, le ministère du Commerce du Togo a interdit ou a implémenté, a mis en œuvre les sanctions de la CEDEAO en interdisant l'entrée et la sortie des camions nigériens. La lettre de l'OTR est allée sur tous les réseaux sociaux. Donc, comment comprendre qu'on demande à Faure, qu'on dise que Faure est en train de jouer la médiation et au même moment respecte les sanctions de la CEDEAO? Vous voyez cette contradiction. C'est un homme de paix, c'est un homme de paix, disons-le juste comme ça. C'est un homme de paix et on ne veut pas avoir des problèmes avec quelqu'un ni avec aucun de ces États, je veux dire. Alors, monsieur Alès Mikafou, votre conclusion véritablement pour terminer et clore cette première partie. Moïse, et il y a un aspect que bon nombre de personnes ne voient pas. Et presque tous les chefs d'État africains aujourd'hui, surtout dans l'espace francophone, appartiennent aux cercles ésotériques occidentaux. Précisément, je veux dire parler de la fraternité blanche. Moïse, c'est des milieux qui ne sont pas favorables à l'émancipation populaire. Même en Occident, lorsque vous analysez, nous analysons leur mode de fonctionnement, c'est des milieux qui emprisonnent le peuple dans son ignorance et privilégient l'opulence de la minorité. Ouais. C'est le même cas pour les pays africains qui aujourd'hui ne parviennent pas à s'affranchir de la France parce que bon nombre d'entre eux font partie des loges maçonniques et des loges rosicruciennes françaises et particulièrement et occidentales en général. Moïse, ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique, moi je l'analyse d'abord dans un ordre spirituel. Du moment où nos chefs d'État africains, Moïse, ne sont pas en mesure d'assumer la spiritualité africaine ou bien de s'adonner à leur population, ces genres de situations ne pourront pas manquer parce que l'Occident trouve un boulevard pour sévir, pour agir dans les pays africains, qui sont d'ailleurs des pays très pauvres, des pays très faibles sur tous les plans. Et ce n'est qu'une parenthèse. Prenons le mode des élections en Afrique. Généralement, nous savons que les élections en Afrique, de façon spéciale dans la zone française africaine, souvent c'est des élections discutées, des élections disputées, où le président parvient à s'imposer contre le gré de la population et contre éventuellement le gré de l'opposition qui souvent remporte les élections haut les mains. Mais si nous sommes face à ce genre de situation où des dirigeants africains sont épaulés par l'Occident, bien qu'ils soient mal élus, aujourd'hui n'auront pas vraiment ce pouvoir de décision auto-souveraine.
C'est ça qui rend l'Afrique encore plus fébrile. Il faut qu'aujourd'hui, la population parvienne à s'imposer comme c'est le cas des autorités nigériennes actuelles. Ça, les élections disputées en Afrique, elles cesseront. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le cas du Niger, cela cessera tôt ou tard. Pourquoi je dis cela, Moïse? Encore 30 secondes. Merci. Pourquoi je dis cela? Nos dirigeants africains sont en train de retenir la leçon de ce qui se passe. Et le coup d'État au Niger, ce n'est pas le dernier. Nous serons surpris un beau matin de constater que dans d'autres États ouest-africains, il y a encore des coups d'État. Parce que les autorités africaines aujourd'hui, dans leur maladresse, affectent directement leur population. Cette maladresse est vue par leur armée. Aujourd'hui, si nous constatons bon nombre d'officiers africains, c'est des universitaires, c'est des intellos, des intellectuels pour mieux dire. Donc, les anciennes pratiques constitutionnelles qui sont mauvaises plutôt, je veux dire, sont en train de voir leur fin. La preuve, ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger aujourd'hui et en Guinée sous certaines mesures, finira par affecter d'autres pays dans la sous-région. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Fin donc de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora concernant le Niger. Les commentaires sont les bienvenus. Vous aurez cette partie en replay donc sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. On prend une pause donc de 40 secondes. On revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro-Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro-Web TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. Afro-Web TV, c'est l'Afrique qui gagne.